Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Les saisons du théâtre en plate commencent. Le Zargomena Plate Theater remonte sur les planches avec une nouvelle pièce. On en parlera tout à l'heure avec Martine Remarque. Bonjour. Bonjour. Et puis Flexi-Sécurité Kesako. Raphaël Didier nous expliquera tout ça dans la chronique économique. Bonjour. Bonjour. On parlera aussi de harcèlement et de langues qui se délient. C'est la question du jour. Bonjour Marie. Salut. Mais on commence cette émission à Sarrebruck. Marie Luff est en duplex devant le Parlement sarrois où se déroule une manifestation. Bonjour Marie, que se passe-t-il à Sarrebruck ? Alors bonjour, les étudiants de l'université de Sarre sont juste derrière moi. Ils sont en train de prendre un petit déjeuner sympathique, convivial, mais en fait ils protestent. Ils protestent contre l'augmentation des frais d'inscription, pour faire simple, à l'université, aux grands établissements et aux grandes écoles sarrois. 50 € de plus par semestre par étudiant. Ils trouvent cette mesure totalement disproportionnée pour des étudiants qui souvent manquent d'argent, donc ils sont contre. Le texte est actuellement en lecture, en première lecture, au Landstag, qui est juste derrière moi. C'est pour ça qu'ils organisent aujourd'hui ce petit déjeuner, comme vous voyez, et ils ont parlé aux élus sarrois ce matin, Annegret Kramp-Karrenbauer et Oscar Lafontaine, pour leur faire part de leur mécontentement. Moi-même, j'ai réussi à parler à un des jeunes étudiants qui protestent contre ce projet de loi. J'ai réussi à l'interviewer un peu plus tôt dans la matinée, et on verra ça juste après. Ok, merci Marie. Donc effectivement, on écoutera cette interview tout à l'heure. On regarde d'abord le résumé de l'actu en 60 secondes. Prime à la casse Volkswagen, 3 000 à 10 000 € selon le modèle. Objectif, sortir les vieux moteurs diesel de la circulation. L'opération est menée par la marque allemande par conscience écologique suite au Dieselgate, mais aussi pour des raisons commerciales. Les véhicules repris sont voués à la destruction. L'offre ne peut que séduire la clientèle. La Poste à Sarreguemines accessible à tous, enfin. En travaux depuis ce lundi, une partie des escaliers va être réagencée pour y placer une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. En situation de dérogation depuis 2015, le bureau de poste sera d'ici quelques jours en conformité avec la loi. 18 vols par semaine de Sarrebruck à Berlin. La ligne utilisée par 118 000 passagers en 2016 a été jugée rentable par Luxair. Les vols seront proposés à partir de 149 €. Vignette critère obligatoire au 1er novembre à Strasbourg. On savait qu'après Paris ou Lille, la circulation différenciée allait arriver à Strasbourg. Elle cible les véhicules les plus polluants, qu'il s'agisse d'une voiture, d'un poids lourd, d'un utilitaire ou d'un 2 roues. Pour savoir si votre véhicule est concerné, www.certificat-r.gouv.fr. Semi-marathon, Michel Munch oublie son handicap. Depuis dimanche, il est le champion de France du semi-marathon handisport. Il réalise cet exploit en 1h23, loin devant les autres. Et les infos côté météo, c'est Sandrine qui vous les donne. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on débutera la matinée de demain sous des grisailles qui vont avoir bien du mal à se dissiper pour laisser place au mieux à quelques timides éclaircies dans l'après-midi. Côté température, elle continue de grimper avec des minimales de 8 à 12 degrés et des maximales de 17 à 18 degrés. Demain nous sommes le mercredi 25 octobre et nous fêtons les Enguerrands. Le soleil nous accompagnera de 8h09 à 18h22. Passez une excellente journée en notre compagnie. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Circuler, c'est gratuit. Du moins, c'était le cas samedi. Les membres de l'association CIPIC ont mené de nouvelles actions sur l'autoroute A4. Opération barrière levée à Farébersviller, Saint-Avold et Boulay. Les militants pour la gratuité des péages en Moselle-Est ont mené ces actions dans le calme. Camille Bazin était sur place. Venez vers là, c'est gratuit. Gratuit.
C'est gratuit, des mots qui de nos jours sont devenus rares, alors forcément ça surprend. Voilà. C'est gratuit là, gratuit. Allez poids lourd, avance. Les membres de SIPIC, composés en partie de maires des communes environnantes, lèvent les barrières pour se faire entendre. Parce que le but de la manœuvre, c'est pas de léser les profits de la SANEF, c'est de discuter pour qu'ils majorent les prix du trafic national et international et assurent le libre passage des Mosellans de l'Est. C'est les travailleurs pendulaires, c'est eux qui font la navette tous les jours, qui sont impactés au niveau du porte-monnaie. Souvent c'est des jeunes qui tirent déjà le diable par la queue. Et on voit qu'à côté, en face, Abertis dégage 1,9 milliard de recettes. C'est inimaginable qu'on puisse, comme ça, au niveau de l'injustice et de l'aberration, continuer encore à imaginer un tel trafic. Les membres de SIPIC ne viennent pas sans argument. Pour eux, la solution pour que les Mosellans ne payent plus est toute trouvée. Il suffirait de mettre un badge à 0 pour les véhicules particuliers de la Moselle-Est, pour lesquels il suffirait de souscrire un contrat Bipengo tout à fait classique, ce qui amènerait un manque à gagner pour la SANEF, mais qui répercuterait celle-ci sur les véhicules, les poids lourds, tous les poids lourds qui sont essentiellement en transit, puisqu'ils viennent essentiellement de la Centre-Europe, pour traverser la France, traverser la Moselle-Est, traverser Strasbourg aussi, la plaine d'Alsace, et tout ça sans payer, alors que c'est eux qui abîment en plus l'autoroute. Alors l'État à l'époque avait vendu cette autoroute et nommé la SANEF comme concessionnaire de celle-ci. Mais la SANEF pour nous n'est pas l'interlocuteur, n'est pas notre adversaire, c'est l'État. C'est l'État qui avait fait une juteuse affaire à l'époque, mais sur le dos des usagers de la Moselle-Est, puisque nos impôts avaient payé, on s'entend, à la construction de celle-ci, mais maintenant on nous inflige une double peine par l'intermédiaire du péage. Et même si aujourd'hui SIPIC n'a pas réussi à mobiliser les foules, il ne compte pas baisser les bras. L'opiniâtreté, la ténacité a été toujours mon fort, et en tant que bon Lorrain, je suis quelqu'un de décidé. Je ne me laisserai jamais marcher sur les pieds. Quelqu'un qui va au bout de sa logique et de sa détermination. Et forcément, un jour ou l'autre, il faudra qu'on m'entende avec SIPIC en haut lieu. Parce qu'on va continuer à être le caillou dans la chaussée de la SANEF, croyez-moi. Autre motif de coup de grogne, l'augmentation des frais d'inscription dans les universités allemandes. On en parlait tout à l'heure, je vous propose de voir l'interview enregistrée il y a quelques minutes par Marie Luff. Alors je me trouve avec Lucas Rederman qui représente l'ASTA. Lucas, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous organisez un petit déjeuner pour protester? Quelles sont les raisons de votre mécontentement? On est en train de manifester contre les frais d'administration qu'on veut nous imposer de la part du gouvernement de la SAR. Et en fait, ça veut dire qu'il y a plus du tout d'égalité des chances pour les étudiants pauvres, parce qu'on paie déjà 225 € par semestre et ça peut pas aller qu'on veut nous imposer encore plus. Alors puisque c'est la première lecture, il faut dès le premier moment il faut mobiliser les gens, il faut que ça rentre dans les têtes, pas seulement des étudiants, mais aussi des autres gens, que c'est la responsabilité du gouvernement de la SAR de financer l'université et non pas des étudiants. Parce que 225 € de frais d'inscription par semestre, c'est déjà beaucoup, auquel on rajoute 50 €. Donc vous pensez vraiment que ça va défavoriser certains étudiants ou que finalement les 50 € ne rentreront pas en ligne de compte? Bien sûr, ça va défavoriser les étudiants il y a beaucoup d'étudiants qui doivent travailler pendant qu'ils font leurs études pour payer les loyers, payer beaucoup de choses déjà. Alors ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est que on va même pas remarquer les 50 € qu'on paye. C'est pour l'administration. L'administration, c'est surtout des choses d'extra, de plus. C'est pas comme qu'il y a plus de possibilités de cours, plus de choix dans les cours. Non. On va même pas les remarquer. Alors pourquoi les payer? Et si j'ai bien compris, on est certes en première lecture, donc les dés ne sont pas joués, mais surtout l'université n'est pas obligée d'appliquer ces 50 € de frais. Donc c'est ça qui vous met en colère?
Oui, aussi, parce que c'est vrai que l'université n'est pas obligée de nous imposer de les payer, mais en réalité, elle n'a pas de choix. Elle n'a pas de choix parce que il y a beaucoup de troubles financiers à l'université. C'est à cause du gouvernement qui ne finance pas assez l'université, qui ne soutient pas l'éducation. Et alors, c'est vraiment dommage. Donc si on résume, en fait, vous êtes contre la promulgation de cette loi. C'est vrai, ouais, c'est exactement ça. Alors juste pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'ASTA ? L'ASTA, c'est un peu comparable à l'UNEF en France, mais que nous, on représente tous les étudiants par inscription. Alors, dès ils sont inscrits, ils font partie de la Verfasste Studierendenschaft, comme on appelle en Allemagne, de la Constitution. Alors, une fois par année, les étudiants élit le Parlement des étudiants, et dans un deuxième tour, le Parlement élit l'ASTA, qui représente les étudiants face au gouvernement de la SAR, bien sûr, mais aussi face à l'université, face au président de l'université, pour pouvoir représenter les étudiants dans plusieurs domaines. Pour finalement peser sur les choix qui sont menés au niveau du Land. C'est ça, exactement. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Voilà les explications pour lesquelles ils manifestent ce matin en organisant un petit déjeuner convivial. Et le combat des étudiants sarrois ne fait donc que commencer. Tout autre sujet, hashtag balance ton port ou hashtag MeToo. On parle de plus en plus du harcèlement ces derniers jours. Beaucoup ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux en dénonçant ce qui leur était arrivé dans la rue ou encore au travail. Ces femmes ont-elles enfin trouvé une tribune pour témoigner? Uranie Tozic vous a demandé quels étaient vos ressentis. Oui, une fois dans un bus, on m'a touché les fesses par un homme. Ouais, c'était assez gênant parce qu'en plus aucun client n'a réagi, c'était normal, quoi. Vous avez déjà été victime ou souffert de harcèlement? Moi personnellement non, ça m'est jamais arrivé. Après je sais que ça arrive souvent. Non, pas particulièrement, non. Pas moi, du moins. Je sais qu'il y en a d'autres, mais non, moi j'en ai pas fait. Heureusement, j'ai peut-être eu de la chance. C'est vrai que c'est pas très courant, mais au niveau professionnel, ça m'est arrivé d'avoir beaucoup de stress ou des personnes qui vraiment harcèlent parce qu'elles sont pas bien dans leur poste. Ce qu'il faut faire, c'est reconnaître le harceleur et puis prendre des décisions. Alors soit en informer la hiérarchie, soit éventuellement changer de poste. Je pense qu'il faut s'imposer, il faut exprimer la chose et puis dire à la personne que ce n'est pas des choses à faire. L'avantage c'est qu'on voit l'ampleur du phénomène avec les réseaux sociaux. Après il faut faire attention de discerner ce qui peut être du vrai et du faux. Comme il peut y avoir énormément de choses sur les réseaux sociaux, les personnes mettent ce qu'ils veulent. Mais oui, c'est bien, je pense. Alors je pense qu'il faut en parler, après ne pas tomber dans l'excès en disant voilà, il y a une personne qui m'a mal parlé une seule fois, je balance, parce que ça peut aussi retomber sur la personne qui dénonce en fait. Donc être vraiment sûr qu'on parle bien de harcèlement et puis pas d'une attitude comme ça qui peut arriver avec le stress ou d'autres choses en fait. Ça remue beaucoup en ce moment, on n'entend parler que de ça, donc je pense que c'est bien de finalement... Le fait que certaines en parlent de plus en plus, ça encourage les autres peut-être à témoigner plus facilement aussi. Marie, le harcèlement, c'est aussi le thème de la question du jour qui est posée aux internautes sur la page Facebook de Mosaïque. Exactement, en fait on leur a demandé si pour eux ce hashtag balance ton port c'était plutôt un moyen de diffamation ou un réel moyen de libérer la parole. Alors on a eu une réponse et c'est celle d'un homme qui a très bien répondu, je trouve. Thierry nous a écrit « Bien sûr que c'est un moyen, et quel moyen ? Il fallait bien s'y attendre un jour, la cocotte minute chauffe, bout et un jour ça explose. Les femmes ne pouvaient pas continuer à se taire et subir en silence ces agressions. Naturellement, cela ne peut être fait qu'avec les moyens du 21e siècle, c'est-à-dire tout ce qui est aujourd'hui à leur portée. Je suis un homme et je suis effaré par le comportement de certains de mes congénères. Je ne pensais pas que cela était aussi important et avec quelle façon ignoble cela pouvait être réalisé. J'encourage tout naturellement les femmes à continuer dans cette voie. » Je me tourne vers vous, Raphaël Didier. Est-ce que vous étiez au courant de ce phénomène et est-ce que pour vous c'est une bonne chose pour la libération de la parole ?
Alors être au courant, oui, parce que il n'est pas difficile, on a beaucoup de contacts avec les entreprises, on en entend beaucoup parler, même par les stagiaires. Maintenant, entre dénonciation et diffamation, il n'y a qu'un pas. Et sur les réseaux sociaux, un des jeunes hommes le disait d'ailleurs, il y a danger toujours, c'est que ça peut partir trop loin pour des choses qui étaient finalement peut-être pas aussi graves au départ. Après, évidemment, il faut condamner fermement ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises et surtout l'omerta de ceux qui veulent cacher les situations de crise avec les femmes. Oui. Je vous remercie. Martine Remarque, je voudrais aussi avoir votre avis. On a l'impression avec ce phénomène Balance ton porc qu'il est plus facile de témoigner sur les réseaux sociaux que d'aller au commissariat. Pourquoi, à votre avis ? Tout à fait. Je pense qu'elles ont peut-être peur d'aller au commissariat. C'est une autre démarche, alors que là, c'est plus facile. Donc c'est tout à fait normal qu'elles se manifestent. Et c'est un moyen beaucoup plus facile pour elles que de faire une autre démarche. Bon, après, il faut faire attention à ce qui est vrai, ce qui est faux. Et vous faites partie donc du Sarreguemines Platt Theater. Dans les pièces de théâtre en plate, parfois il y a des blagues ou des scènes qui peuvent être jugées par certains un peu sexistes. Est-ce qu'avec ce qui se passe en ce moment, pour vous, est-ce que du coup vous allez faire attention au choix des pièces et des textes pour ces pièces de théâtre ? Non, bon, cette année on a donc le choix est fait, on n'a pas fait attention, mais dans les répétitions, c'est vrai que de temps en temps on se dit attention. C'est du harcèlement dès qu'on touche un petit peu, mais alors on sait très bien que c'est qu'on joue un rôle, que c'est pour la pièce. Voilà. Donc pour vous, mais pour le moment, on en rigole. Donc on peut rire de tout voilà, pour vous toujours. Voilà. Oui. Je vous remercie. Et cette pièce, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais on va continuer à faire le tour d'abord au niveau des réactions de nos internautes sur la page Facebook de Mosaïque. Il y a des événements qui ont particulièrement marqué nos internautes, et notamment 2 incendies à seulement quelques jours d'intervalle. Oui, et le premier, c'était jeudi dernier dans la zone commerciale de Sarreguemines, et plus précisément dans l'enseigne Vibs. L'incendie a ravagé une partie du local, les stocks de marchandises ont été sérieusement endommagés. Sur Facebook, notre reportage a été largement partagé. Dans les commentaires, on peut lire « C'est horrible, honteux, écœurant ». Et il y en a d'autres qui ne montrent pas forcément de tristesse pour le magasin en lui-même, mais qui pensent plutôt à leur session shopping. Christelle se demande « On fait comment pour s'habiller maintenant ?» Pareil pour Lucie, mais on va aller où? Loïc lui mentionne une amie et lui écrit « Voilà, comme ça tu vas faire des économies ». Et elle lui a répondu « Je suis en pleine dépression ». À ce point-là, bon, enfin, ceci dit, on pense quand même surtout à l'enseigne, parce que les dégâts matériels ont été quand même importants. Et puis, bien plus grave encore, hier, un impressionnant incendie à Ypelin, et celui-là a entraîné une vague de soutien sur les réseaux sociaux. Oui, donc c'est le bâtiment qui regroupe le centre socio-culturel avec le clubhouse du club de foot et le club de quilles. Il a été détruit hier matin par les flammes. Alors le reportage a été partagé des centaines de fois sur Facebook et notamment par les clubs de foot voisins. L'US Etzelin a commenté « Une pensée pour nos confrères d'Ypelin qui traversent une période difficile, force à vous ». Il y a également des messages des clubs de Vitrin et du Kreuzberg et de Sarreguemines qui est de tout cœur avec ses dirigeants, joueurs et supporters. Ok. Bon allez, dans un instant, on parle de théâtre en plate et d'économie. À tout de suite. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Oh, oh, oh. Maintenant, ça suffit. Hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Mariage, anniversaire, naissance, passer du bon temps avec Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Samedi, le SFC se reconcentre sur le championnat. Les faïenciers reçoivent Erstein. Rendez-vous à 18h au Stade de la Blise et en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Niché dans un
sur Mosaïque dans notre émission hebdomadaire Plate-Bande, tous les vendredis cette année. Vous êtes aussi membre du Zagemena Platttheater et c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir aujourd'hui, puisque vous remontez sur les planches avec une nouvelle pièce. Tout à fait. Alors elle s'appelle comment? Alors elle s'appelle, donc je vous donne le titre en allemand, puisque c'est une pièce d'un auteur allemand, donc c'est Außer Spesen nichts gewesen, mais nous l'avons traduit en plate, et ça s'appelle Außer Unkosten nichts passiert. Qui s'est occupé de la traduction? On a des membres du comité de lecture, donc qui lisent les pièces et qui traduisent après. D'accord, Voilà. parce que du coup, vous ne prenez pas forcément que dans le répertoire déjà écrit en plate, il y en a aussi qui peuvent être à l'origine en français ou en allemand, ou que en allemand. Voilà, non, que en allemand, où on avait beaucoup l'habitude de prendre des pièces alsaciennes, donc on les traduisait en plate local, et là, depuis 2 années, on a pris un auteur allemand, donc on les traduit de l'allemand en plate lorrain. Voilà. Alors, cette pièce, cette année, ça parle de quoi? Sans dévoiler bien sûr la fin de l'intrigue, mais en gros. On ne peut pas tout dévoiler. La famille, donc c'est le chaos dans la famille Muller. La maman s'apprête à partir en cure. Le papa part en formation. La fille part au Tibet faire une randonnée avec son nouveau copain. Et le grand-père, il va à Rome en pèlerinage. Mais rien ne se passe comme prévu. Le papa a déjà décidé de rester sur place parce qu'il a prévu quelque chose, il veut s'amuser un petit peu, il a convoqué une fille de petite vertu. Mais la voisine est là, elle vient arroser les fleurs et elle sonne toutes les 5 minutes à la porte. Donc il y a plein de situations comiques, hilarantes qui s'enchaînent. D'accord, et bien je vous propose qu'on en discute un petit peu plus après, mais on va voir d'abord quelques extraits, parce que Guillaume Dumonteil a assisté hier soir à l'avant-dernière répétition. J-3. Dans 3 jours, le Zagemena Platttheater présentera pour la première fois sa nouvelle pièce au public, Außer Unkosten nichts passiert, une histoire de famille où règne le mensonge. Dans la famille Muller, qui est composée du père, de la mère, du grand-père, la fille, tout le monde est censé partir. Le père en formation, la maman doit partir en cure, la fille, elle va au Tibet, le grand-père qui s'en va à Rome, et tout ceci pour que le père ait la maison pour lui tout seul. Pourquoi ceci? Parce qu'il attend une fille de petite vertu. Mais tout ça ne va pas se passer comme il le souhaite. En effet, le faux malade a à peine le temps de guérir, de transformer son intérieur en espace sonore et coloré, propice à la luxure, que déjà une voiture klaxonne dans la cour. Mais ce n'est pas la charmante jeune femme dévergondée qu'il se faisait une joie de recevoir, il s'agit de sa femme, vite, le mari trompeur doit masquer les preuves de son infidélité. On est évidemment dans la comédie, mais cette pièce-là, cette année, a une belle tendance aussi autour du vaudeville. On a tous les ingrédients du vaudeville, des entrées, des sorties, évidemment le quiproquo. Il y a vraiment beaucoup de rythme sur scène cette année, c'est une super pièce. Cette pièce fourmille de personnages truculents, avec notamment une voisine et un livreur qui multiplient les visites, toujours au moment où on s'y attend le moins. Kummelun, ihr wäre Larre, wir spielen in Zagemin im Casino, also auf jeden Fall hole euch ein bisschen Zeit, wir spielen Freitagsabends, Samstagsabends 20 Uhr. Kummelun, es lohnt sich, ihr wäre es nicht versummen. On a envie d'en savoir un peu plus sur les coulisses. Martine, comment ça se passe, les répétitions? Est-ce que vous rigolez autant que le public ensuite pendant les représentations, ou est-ce que vous arrivez à travailler sérieusement? On rigole beaucoup parce que voilà, ça nous fait déjà, on est heureux d'être là, on rigole. À la fin, on en a un petit peu marre, on est un peu saturé des répétitions, et là, vraiment, on a envie de jouer avec le public, parce qu'il nous faut le public, il nous faut un retour. Et là, maintenant, on est impatient, on n'en peut plus des répétitions, on veut se produire, on veut communiquer avec le public, on veut cet échange. Est-ce qu'il y a des surprises parfois, justement au niveau de la confrontation avec du public? Est-ce que parfois il rit à des moments complètement différents de ceux à quoi vous vous attendiez? Tout à fait, on n'a jamais le même public. Ils rigolent toujours à un autre endroit, ils rigolent parfois en décalé, ça dépend aussi de l'âge qu'ils ont, voilà. Ils rigolent pas au même endroit que la semaine d'avant, il y a toujours des surprises, mais ce qu'il y a, nous les acteurs, on a besoin du public et c'est là que ça se passe, voilà.
Bon, mais au départ, votre matière première, c'est la pièce. Oui. Alors tout à l'heure, vous parliez d'un comité de lecture. Ce sont des membres de la troupe qui lisent et qui choisissent la pièce chaque année? Oui, ce sont des membres de notre association. Donc ils sont à 4-5. Ils lisent plusieurs pièces, une douzaine de pièces. Ils en gardent donc chacun de son côté. Ils en gardent 4-5, ils se voient, ils ont plusieurs réunions. Après, ils en choisissent plus que 2 et c'est le metteur en scène qui a le dernier mot pour la pièce. Et comment se fait la répartition des rôles? Ça se chamaille un peu en disant « moi je veux tel personnage » ou... Non, bon, le metteur en scène distribue les rôles. Il leur demande quand même un petit peu, ils savent quel rôle les acteurs peuvent jouer. Parfois, on a des nouveaux acteurs. Parce qu'il y a des gens qui partent, il y en a d'autres qui viennent, donc il faut voir un petit peu, mais d'habitude, c'est bien distribué. Vous êtes combien dans l'association à monter sur scène, à être dans la troupe. Donc là, cette année, on est 10 acteurs. Oui. On a 2 doublons, donc on est 12. Souvent, on est une douzaine d'acteurs. Et dans la troupe, on est 30 personnes. Donc ça inclut les décorateurs, les accessoiristes, les souffleurs... la maquilleuse, voilà. Bien sûr, parce que souvent on ne se rend pas compte, mais il n'y a pas que les comédiens sur scène. Comment ça se passe pour l'avenir? Est-ce que la relève est assurée? Vous disiez quand il y a des gens qui arrêtent ou qui partent, vous en trouvez d'autres. Oui, c'est facile de trouver des gens qui sont capables, d'abord qui sont d'accord de jouer, parce que c'est pas évident de monter sur les planches, et qui sont capables de le faire en plate. Oui, là c'est un petit peu difficile, le recrutement est un petit peu difficile parce que les gens disent ils ont envie et puis bon quand il faut le faire, ils disent ah ben non je veux pas, ils trouvent une excuse et cette année il nous manque un acteur donc le metteur en scène va jouer aussi parce qu'il nous manquait un acteur homme mais là on a des relèves, on a 2 jeunes, il faudrait encore plus de jeunes qui adhèrent. Il y a aussi des gens qui attendent « Oh, ben, je ferai du théâtre, j'aimerais bien le faire, mais j'attends d'être à la retraite. » C'est un petit peu dommage parce qu'il nous faut des jeunes aussi. Bien sûr, mais d'un autre côté, trouver des jeunes platophones, c'est pas forcément évident. Au niveau du public aussi, est-ce que le public, au fur et à mesure des années, vieillit ou est-ce que le public se renouvelle? Non, je dirais qu'il se renouvelle. Mais est-ce que vous arrivez à vous adresser, par exemple, aussi à un public non platophone? Est-ce que quelqu'un qui ne comprend pas le plate arrive à suivre et à comprendre la pièce? S'il est accompagné de quelqu'un qui comprend le plate, ça va parce qu'il y a beaucoup d'images. Et cette année, il y a vraiment beaucoup d'images. Donc, par déduction, ils arrivent quand même à comprendre. D'accord, donc c'est conseillé, y compris aux non-platophones. Tout à fait. Alors, il y a plein d'occasions de vous voir. Alors, pas forcément vendredi, parce qu'à 14h30, votre première, c'est au CHS, mais c'est réservé aux patients. C'est aussi pour remercier le CHS, parce que c'est là que vous répétez. Mais on va pouvoir vous retrouver plus tard à Sarreguemines. Oui. Ce sera sur la scène du Casino les 17, 18 et 24 et 25 novembre. Oui. Plus tard, parce que entre-temps et après, vous allez avoir plein de dates. En fait, vous partez en tournée dans toute la Moselle-Est et avec même une étape de l'autre côté de la frontière. Ce sera Gersheim au mois de janvier. Oui. Et puis, vous allez jouer aussi en février pour les seniors de la Casque. Ça fait énormément de dates au total. Est-ce que c'est important pour vous, pour toute la troupe, de décrocher comme ça autant de dates? Ah oui, c'est bien. Bon, déjà parce qu'on a plaisir à le faire. Et si on fait toutes les répétitions, on apprend tout ça, les décorateurs qui montent tout ça. Donc, c'est quand même pour nous, après c'est facile. Après, on s'éclate. Les dernières représentations, vraiment, on s'éclate. Donc, on a vraiment envie. Et c'est important. Si maintenant on jouait que 3-4 fois, on n'a même pas envie d'apprendre le texte. On a envie de montrer quelque chose. Et plus on joue, plus on a envie de le faire. Voilà. D'accord. Et du coup, si je peux me permettre, je vais vous souhaiter de bien vous éclater. Voilà. À vous et à toute la troupe. Merci beaucoup d'être venu témoigner aujourd'hui en direct sur Mosaïque. Merci. Et puis, les téléspectateurs vont pouvoir vous retrouver vendredi pour un nouveau numéro de Plate-Bande et qui est consacré cette semaine justement au théâtre. Théâtre, tout à fait. Raphaël Didier, je me tourne vers vous parce que du coup, j'ai une question qui me taraude. Non, pas forcément, mais j'ai quand même une question qui me taraude. Est-ce que vous allez parfois voir des pièces de théâtre en plate? Ça m'est déjà arrivé, oui. Moi, je suis du bassin, je suis de Forbach, donc je comprends le plate. Alors, un plate un peu différent, certes, oui, mais qui est tout à fait compréhensible des deux côtés. Oui. Oui. Bon, mais sinon, plus sérieusement, votre domaine de prédilection, c'est l'économie. C'est pour ça que vous disiez, on va peut-être moins s'éclater, c'est ça, quoique. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de Flexi Sécurité.
sécurité. On va peut-être s'éclater parce que pour moi c'est un néologisme un peu barbare, non? Bah, écoutez, déjà rien que dans la manière de le dire, flexibilité, on a du mal à voir pourquoi ce serait lié à sécurité. Ouais. En fait, la flexibilité, il faut déjà comprendre rapidement, la flexibilité c'est tout ce qu'on imagine dans nos entreprises, c'est-à-dire le fait que le salarié va faire beaucoup plus de choses qu'avant, il va être polyvalent, il va tourner sur plusieurs postes, il va faire plusieurs choses qu'il ne faisait pas avant, des heures qui vont être décalées, etc. Ça c'est la flexibilité. Et la plus grande des flexibilités, c'est de pouvoir le licencier dès qu'il y a un problème. Ça, c'est la flexibilité à outrance. C'est celle qu'on est en train de vouloir mettre en place avec la loi travail. Alors, pour rassurer les salariés, on leur met en place un petit quelque chose qui s'appelle sécurité. Ma foi, la sécurité, c'est censé vous permettre, quand vous perdez votre emploi, de retrouver rapidement un autre emploi. Vous comprenez tout de suite que l'un dans l'autre, ça signifie qu'il y a une sorte de balance. Il faudrait que dès que vous perdiez votre emploi, il y ait quelque chose en face. Et le bassin dans lequel nous vivons nous montre malheureusement que ce n'est pas toujours le cas. Et ni l'époque, on n'est plus du tout en période de plein emploi. Et non seulement on n'est plus en période de plein emploi, rappelez-vous qu'on est quand même, selon les définitions, entre 3,5 et 6 millions de chômeurs sur 28 millions de populations actives. Et de l'autre côté, quand vous avez 50 ans et que vous avez travaillé à l'usine, ça vous fait de belles jambes d'avoir un poste devant un ordinateur si vous ne savez pas vous servir de l'ordinateur. Pas aussi, voilà. Bon, vous, personnellement, vous sentez plutôt sceptique par rapport à la flexibilité. Comment avez-vous deviné cela? De manière générale, par les uns et les autres, quels sont les résultats espérés ou redoutés? Alors, le modèle, la référence, c'est évidemment le Danemark. Vous savez qu'on se tourne toujours vers les pays nordiques quand il y a quelque chose à trouver. Et la référence étant le Danemark, parce qu'ils ont réussi à lutter contre leur chômage de cette manière-là. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'ils ont lutté contre le chômage avec la flexi-sécurité, mais qu'eux avaient premièrement déjà leur propre monnaie, ce qui aide aussi, parce qu'évidemment, vous pouvez faire des choix que vous ne pouvez pas faire en Europe. Et surtout, ils avaient évidemment une industrie qui était liée finalement à leur environnement. Je veux dire, quand vous êtes en plein milieu de la Corrèze, vous auriez du mal à exporter vos produits de la même manière que si vous habitez à Brest. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, j'ai l'impression que le Danemark sert comme toujours de caution, comme la Suède il y a quelques années, de caution pour dire, bah, les autres l'ont fait, ça a marché. Maintenant, il faut quand même aller voir que sur place, au Danemark, ce que j'ai fait, on voit que la flexibilité a bien marché. On a flexibilisé à outrance. Mais en contrepartie, la sécurité, elle n'est plus tellement là. C'est-à-dire que de moins en moins, parce que ce que vous disiez avant, quand il n'y a pas d'emploi en face, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut pour vous, on peut vous forcer à prendre un emploi. Aujourd'hui, au Danemark, vous êtes obligé parfois d'accepter des emplois à 120 km de chez vous, sous peine de perdre vos allocations. Bah, vous acceptez, mais enfin, à 120 km, êtes-vous réellement dans un emploi proche de chez vous qui vous permette de vivre correctement? Je ne suis pas sûr. Mais de manière générale, alors peut-être avec l'exemple du Danemark ou sinon de ce qui est prévu de faire en France, la flexi-sécurité, ça repose sur quelle théorie, sur quelle philosophie? Oui, vous avez raison de parler de philosophie, c'est même parfois une forme d'idéologie. Alors en fait, il y a un économiste qui est très à la mode depuis quelques années, qui s'appelle Joseph Schumpeter, qui était austro-hongrois, un Autrichien, qui avait dit il y a une centaine d'années dans un livre, écoutez, moi ce que je pense, c'est que l'innovation va créer en fait de nouveaux postes, mais en détruire des anciens. C'est ce qu'il appelait la destruction créatrice. Et ça, vous avez à peu près tous les politiques de la planète qui aujourd'hui le répètent à outrance, en oubliant complètement que quand Schumpeter avait dit ça, il disait quand même qu'effectivement, il faut que de l'autre côté, il y ait du boulot. C'est bien, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui quittaient l'agriculture trouvaient du travail dans l'industrie. Mais quand il n'y a ni l'un ni l'autre aujourd'hui, tout le monde dans les services, je veux bien, mais on fait quoi? Des bouts d'emploi, des bouts de chemin. Et le risque, évidemment, vous me demandiez avant, le risque, il est où? C'est évidemment d'avoir de la précarité en plus, et d'avoir des salaires qui baissent, et puis d'avoir probablement aussi des gens qui auront plus de mal à s'équiper dans la vie. Quand vous voulez un crédit immobilier, et que par définition vous avez un CDD de 1 mois renouvelable 30 fois, le banquier va vous dire non, mais écoutez, ça ne m'intéresse pas, même si vous êtes renouvelable tout le temps, ça ne m'intéresse pas. Le banquier, dans ce mot-là, il voit flexi, mais pas du tout sécurité. Et vous avez tout compris, il voit le flexi sans sécurité. On s'éclate beaucoup moins, vous confirmez. C'est vrai. Mais bon, merci quand même pour ces explications. Et on va terminer cette émission en faisant le point sur le recyclage des emballages. Ça rapporte. Vous allez voir à quel point. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À bientôt. Mais en fait, que fabriquons-nous avec tous ces emballages recyclés? En recyclant les emballages, on va obtenir de la nouvelle matière qui va servir à fabriquer des emballages, des objets du quotidien ou des produits industriels. Ainsi, 230 canettes recyclées, c'est assez de matière pour fabriquer le cadre en métal d'un vélo de type VTT. Une bouteille en verre sert à fabriquer une nouvelle bouteille en verre. Et avec 7 flacons de lessive recyclés, on arrive à fabriquer un siège auto pour bébé.
Quelles que soient les applications, nous avons donc de la matière recyclée tout autour de nous. La matière recyclée des emballages a énormément de valeur, car lorsqu'on utilise cette matière, on évite d'utiliser des ressources naturelles telles que le pétrole, la bauxite, la silice. Et on évite d'utiliser des quantités importantes d'énergie et d'eau qui servent en fait à transformer les ressources naturelles en matières premières.